Côté politique, bonjour, bienvenue sur i24 News. Au menu de votre émission cette semaine, la tournée asiatique de Barack Obama. Il veut donner un coup de fouet au partenariat économique de la région. Il ira même en Malaisie, où aucun président américain n'a mis les pieds depuis 50 ans. Christian Mallard, bonjour. Bonjour. Pour Obama, c'est une façon de sortir un peu de sa retraite. Et en fait, c'est l'Asie-Pacifique qui est prioritaire. En France, une petite phrase qui contient deux informations. D'abord, François Hollande annonce que si la courbe du chômage ne s'est pas inversée, il ne se représentera pas en 2017. Et l'autre information induite, donc, c'est qu'il envisage de se représenter. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour. Vous êtes directeur adjoint de la rédaction du Figaro et nous sommes ravis de vous accueillir cette semaine. Merci, avec cette phrase qui est quand même assez étonnante et qui en dit beaucoup plus long qu'on ne le pense. Tout de suite, François Hollande et le chômage. Ça a été dit dans une conversation lors d'une visite de Michelin à Clermont-Ferrand, une phrase qui n'a pas été enregistrée mais qui a été prononcée en petit comité. François Hollande fait de la question du chômage l'enjeu de son quinquennat. On regarde. Une promesse, un défi. La baisse du chômage en France, c'était l'objectif numéro 1 d'un président fraîchement élu. Je pense que nous devons inverser la courbe du chômage à échéance de d'ici un an, de façon à ce que nous ayons véritablement des progrès dans le cadre de cet agenda 2014 que je propose aux Français. Placer l'emploi au cœur d'un quinquennat déjà chahuté. Sans parler d'imprudence, le pari mérite son lot d'explications. L'urgence sociale d'abord. La crise a fait de l'économie la principale préoccupation des Français. L'exigence de responsabilité. Le camp socialiste doit sa victoire en 2012 au naufrage du bilan Sarkozy. Mais à l'heure des comptes, les chiffres sont cruels. Dans un sens comme dans l'autre, l'inversion de la courbe du chômage est un échec. On a l'impression, dans les commentaires des uns et des autres, je le comprends puisqu'on est dans le symbole, que tout aurait été raté, que c'est pas du tout... Non, on est à deux doigts de cela. Si près, si loin, comme si un nouveau leitmotiv s'avérait nécessaire. À Clermont-Ferrand, vendredi, François Hollande a mis son avenir dans la balance. Si le chômage ne baisse pas d'ici 2017, je n'ai ou aucune raison d'être candidat ou aucune chance d'être réélu. Réalisme ou défaitisme, la petite phrase pourrait lui coller à la peau ces 3 prochaines années. Yves Tréhard, François Hollande ne se piège pas en revenant à chaque fois sur cette question du chômage? Non, alors d'avoir placé et de placer le chômage au centre de son quinquennat, je pense qu'il a vraiment raison. Parce que c'est le problème majeur, c'est le souci majeur des Français aujourd'hui. Et un des problèmes d'ailleurs de François Hollande au début de son quinquennat, c'est qu'il n'a pas pris le taureau par les cornes assez vite et qu'il s'est égaré sur des sujets comme le mariage pour tous par exemple, qui n'était pas une priorité. Maintenant, il s'est fixé un objectif qu'il a daté et là il a pris des risques. Oui, il prend des risques, voilà justement. Il a pris des risques. Alors cette phrase en plus, elle est de mon point de vue catastrophique. Pourquoi ouais. Parce qu'il fait du chômage un enjeu électoral. Et les Français, quand ils entendent François Hollande, ils se disent mais lui il veut faire baisser le chômage pour des raisons personnelles, afin de se faire réélire. Des ambitions personnelles afin de se faire réélire. Mais il nous dit pas quelle souffrance, quelle douleur le chômage pour des millions et des millions de Français. Mais Yves, est-ce que vous pensez aujourd'hui, franchement, que Hollande a en tête que tous les signaux sont au vert pour que l'économie redécolle et que le taux de chômage soit inversé comme il l'a si souvent dit? Non, alors je pense pas. Je pense que Hollande, il est comme depuis le début, il pense qu'il va y avoir une reprise de l'économie dans le monde et que cette reprise internationale va faire qu'il va y avoir un petit peu de vent qui va façailler les voiles de la France et qui va nous permettre de reprendre un petit peu. Donc promesse réalisable pour lui. C'est une promesse qu'il estime réalisable, qui sera réalisable à la marge. C'est-à-dire que la France ne va pas résoudre son chômage de masse. Ça fait quand même 40 ans que la France est dans le chômage de masse, ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, parce que ce sont des pays qui connaissent des périodes de chômage, mais qui reviennent à des périodes à 6-7% de chômage, ce que la France n'a jamais connu depuis 40 ans. Et souvenez-vous, on l'oublie un peu, mais avant François Hollande, Nicolas Sarkozy, dans la campagne de 2007, avait dit si j'arrive pas à faire baisser le chômage. Il parlait des 5%, Nicolas Sarkozy. Si j'arrive pas à être à 5% de chômage, c'est-à-dire à quasiment pas de chômage, eh bien, je suis un mauvais. On a l'impression que cette histoire du chômage, c'est quand même l'enjeu de tous les gouvernements. Oui. Il y a Pompidou en 67, il n'y avait que 300 000 chômeurs et il parlait déjà de révolution si le chômage continuait. Bien sûr. Cette fameuse phrase culte aussi de Mitterrand.
on a tout fait en matière de chômage. Oui, en 93. Bien sûr, c'est le Donc, problème c'est une majeur. obsession chez eux, chez tous ces chefs Bien d'État. sûr, c'est une obsession. Ça veut dire que ni la gauche ni la droite n'ont trouvé et ne trouveront peut-être pas la solution au problème du chômage. Non, parce que je pense qu'ils ont la solution. Ils ont les solutions alors à c'est droite quoi- et à gauche. alors, quelle est cette C'est un solution manque d'audace de la part de nos gouvernants en France, parce que nous avons un modèle social qui a été hérité de la guerre, qui est un très beau modèle social, où qui laisse personne à la marge, qui laisse personne de côté, mais c'est un modèle qui coûte cher. Et qui peut être dépassé. Et qui est peut-être dépassé. Et si on veut que ce modèle subsiste dans l'essentiel de son canevas, mais qu'il coûte moins cher, eh bien, il faut faire des réformes. Alors, il faut avoir l'audace Et de mécontenter. Voilà. Et évidemment qu'il faut Mais faire des réformes. Vous imaginez bien, s'il fait des réformes, tout le monde va être dans la rue. Mais Oui, pas mais le secteur nécessairement. public. Vous avez réussi à réformer les retraites. Nicolas Sarkozy a réussi à réformer les retraites. Il y a eu des manifestations, mais le pays ne s'est pas arrêté. Et je pense que les Français aujourd'hui sont suffisamment mûrs Et pour prêts. savoir, pour comprendre que soit on ne fait rien et on va dans le mur, soit on fait quelque chose. Et à ce moment-là, c'est peut-être un peu douloureux, mais on ira vers des jours meilleurs. Et c'est le problème. Vous allez voir que très vite, en France, on va s'apercevoir que l'Angleterre va beaucoup mieux, Ah bah, que l'Angleterre, l'Allemagne elle va déjà mieux. que l'Espagne est en train de remonter la Portugal. pente, que le Portugal est en train de remonter la pente, et que l'Italie est aussi en train de remonter la Et pente. nous, ça va en Donc nous sommes s'aggravant. le plus mauvais élève de l'Europe. Oui, exactement. parmi les plus mauvais exactement. 70 milliards. Oui, Exactement. oui, 70 70 milliards. Mais alors, dans ces cas-là, est-ce que vous pensez que François Hollande va passer à l'acte, justement? Alors, François Hollande, il va faire deux choses. Il va faire en sorte que le pacte de stabilité, c'est-à-dire les économies qui doivent être réalisées en France, eh bien, ça sera accepté par la classe politique française. Et vous savez qu'à gauche, ça grogne sérieusement. On en saura plus dès lundi prochain, Oui. parce que peut-être que ce lundi, avec un vote qui sera contesté par la gauche, ça sera compliqué. Après, il veut baisser les charges des entreprises et aider les entreprises justement pour qu'elles puissent embaucher. Ça, c'est la deuxième chose. Petit salaire, sur les petits salaires. Ça aussi, c'est... Et troisième chose, je pense que vraiment, et depuis le début, il pense à ça, il pense que l'économie, vous savez, il a ce raisonnement en tête, François Hollande, il pense que l'économie fonctionne par cycle. Ça fait 6 ans qu'on est au fond du trou, et il se dit, ça va reprendre. Et comme ça reprend un Par peu aux quelle États-Unis, un peu opération partout, eh bien... Il se dit qu'on va être dans la, Est-ce qu'il peut y avoir- dans la on va vague de la être reprise. dans le wagon. Est-ce qu'il peut y avoir l'instauration d'un réel climat de confiance entre Hollande, son gouvernement et le MEDEF? Ah bah oui, je pense. De toute Oui, manière, aujourd'hui, on pense c'est- à ça. Bah, je pense C'est que acté, si je puis dire. Ah oui, d'une certaine façon, puisque de toute manière, il n'y a pas de divorce entre le MEDEF Oui. et Hollande et Valls. Il y a plutôt un dialogue. Je dirais que la politique que mènent actuellement Valls et Hollande est une politique que souhaitait le MEDEF. Et c'est le MEDEF qui l'a mise au pied du mur, dans la coulisse, en disant, avec pas mal de maladresse, parce que le MEDEF a dit, Oui, si vous baissez les Gattaz. charges, on embauche 1 million de personnes. Ils n'y arriveront jamais, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais ils ont quand même mis le pouvoir exécutif au pied du mur, et le pouvoir exécutif s'est dit, on ne peut plus tenir le discours de la campagne électorale de 2012, qui était un discours complètement irréaliste, contre les riches, contre les entreprises. Il faut que ça soit un discours plus constructif vis-à-vis de ceux qui ont les clés de l'emploi en main. Tout est politique, on part tout de suite en Asie. Barack Obama entame une longue tournée en Asie, une semaine. Objectif, renforcer les liens avec ses alliés japonais et sud-coréens. Christian, est-ce qu'il a toute la crédibilité nécessaire face à ces pays qui comptent sur une Amérique forte quand même? Écoutez, il y a deux volets qui sont importants lors de cette tournée qui dure quand même une semaine dans C'est 4 long. pays. C'est long. Il y a l'aspect d'abord sécuritaire, parce qu'on le voit bien, la Chine est en train de vouloir gagner du terrain. Je vous rappelle qu'en novembre 2013, elle a instauré ce qu'on appelle une zone d'identification aérienne, où elle a voulu inclure dans son contrôle les fameuses îles japonaises, les Senkaku, que les Chinois ont appelées les Diaoyu. Et donc là, il y a un contentieux territorial qui n'est pas réglé, qui ressurgit de temps à autre. Et puis, vous avez aussi... Il y a quand même, j'ai noté qu'au cours de cette visite, M. Obama va aller au quartier général central des forces communes, conjointes, sud-coréennes et américaines, face à la Corée du Nord. C'est une façon aussi de dire aux Nord-Coréens, arrêtez vos histoires d'essais nucléaires, quand on sait aussi que les Nord-Coréens sont quand même soutenus par la Chine. Donc là, il y a un aspect sécuritaire. Simplement, il a besoin de rassurer les Japonais, les Sud-Coréens, mais chacun se souvient très bien que lorsqu'il avait dit qu'il y avait une ligne rouge à ne pas franchir en Syrie concernant les armes chimiques, la ligne rouge a bien été franchie. Et qu'a fait M. Obama?
Rien de rien. Donc aujourd'hui, il y a le critère confiance quand même qui a été sérieusement érodé. J'ajouterai à ça que America is business et qu'il y va aussi pour un partenariat transpacifique. Il y a quand même à la clé un partenariat avec 12 pays qui représentent 40% du PIB mondial. Ce n'est pas rien. Alors, quand M. Obama dit depuis longtemps mes regards sont tournés vers l'Asie, c'est ma priorité. Il ne ment pas, il dit la vérité. Simplement, vous avez raison de poser la question, est-ce que le rendez-vous de la confiance, est-ce que la confiance est au rendez-vous ? On va tester, mais ce n'est pas évident. Mais donc, il y a l'enjeu sécuritaire, l'enjeu investissement. Quel serait le titre de cette tournée ? Apparemment, il y a beaucoup d'enjeux. Ben, il veut en même temps, c'est damer le pion à l'influence croissante de la Chine, ami de M. Poutine, il faut le rappeler, qui dans le même temps, lui, veut devenir le grand patron, ça on vous l'a dit plusieurs fois, d'un marché eurasien qui damerait le pion lui-même à l'Union européenne. Et tout ça, tout près de l'Ukraine. Donc il y a à la fois, dans l'esprit d'Obama, contrer les Chinois, alliés de la Russie, puis contrer aussi indirectement M. Poutine. Moi, ça m'inspire deux commentaires. Le premier, c'est qu'on dit, vous savez, je crois que c'est Hillary Clinton qui avait dit le 21e siècle sera le siècle pacifique des États-Unis. Et on s'aperçoit que la réalité les rappelle quand même à la vieille Europe et à l'Europe des années du début du 20e siècle. L'Ukraine, les Balkans, tout ça, c'est pas terminé. Et ça, c'est la première remarque que je ferai. Donc, quand on dit le regard complètement tourné vers le Pacifique, c'est pas complètement vrai. Non. Et on voit très bien d'ailleurs que John Kerry était avec Biden. Deuxième chose, on parle, nous, parce que ça nous est proche, des conflits entre la Russie et l'Union européenne, entre l'Ukraine et la Russie. Mais si on était un peu plus au fait des choses, de ce qui se passe dans le Pacifique, les tensions entre la Corée du Sud et le Japon, entre le Japon et la Chine, qui sont des tensions qui datent de la dernière guerre, sont quasiment aussi fortes et violentes que celles qu'on connaît à l'est de l'Europe. Donc ça va être des négociations très difficiles. Ça va être très difficile parce qu'il y a même avec les Chinois, il y a le problème agricole. Il y a un gros problème agricole qui se pose avec les Japonais, entre les Américains et les Japonais. Le bœuf. Voilà. Donc, si vous voulez, ça ne va pas être une tournée de tourpeau pour M. Obama, ça c'est clair. Allez, tout est politique. On passe tout de suite aux images de la semaine. Christian, on reste avec vous et vous, votre image de la semaine, il s'appelle Jeb Bush. Oui, je vais plaisanter. Vous savez que Bush, ça veut dire le buisson, le buisson en américain. C'est le petit frère et le fils. Voilà. Des présidents. Oui, le buisson ardent, mais un buisson peut en cacher un autre. Regardez, on est au troisième Bush là. Alors au troisième Bush, visiblement. Possible candidat républicain il a des velléités à la présidentielle de 2016 pour être candidat à l'investiture républicaine pour 2016. Vous avez raison. Moi, mon seul problème vis-à-vis de Jeb Bush, que j'ai rencontré par hasard 5 fois. Par hasard, 5 fois, ça va pas ensemble. Pendant la campagne de son père et la campagne de son frère. Ouais. Je l'avais interviewé. Bon, c'est un personnage fort sympathique, mais depuis qu'il a quitté le poste de gouverneur de Floride en 2007, ce monsieur s'est quand même beaucoup investi dans les affaires. Alors, on l'a retrouvé au board d'un certain nombre de grands établissements. Il y en a un qui existait en Floride, à Miami à l'époque, s'appelait Innovida. 4 ans après, il a fait faillite. Il était aussi conseiller au board de, ce que peu de gens savent, de Lehman Brothers. Regardez ce qui s'est passé en 2008. Alors, chaque fois qu'il touche au domaine des affaires, je m'aperçois que M. Bush, ça ne se termine pas très bien. Et je me dis, est-ce bien sérieux que ce candidat, qui n'a pas fait preuve de son sérieux en matière financière, puisse se présenter ? Vous me direz que le frère n'était pas non plus très génial. Mais enfin, voilà. Si les Républicains n'ont que ça à offrir, je reste inquiet pour eux. Là-bas, on dit que c'est un peu le mal-aimé de la tribu Bush. Oh, je dirais pas que c'est le mal-aimé. Non, il s'est toujours bien entendu avec George Father et Barbara. Non, il était... Mais, naturellement, on dit qu'il a une chance parce que c'est vrai qu'il a une épouse mexicaine et qu'il est très bien vu du milieu des hispaniques. Et puis, il n'y a pas grand monde face aux démocrates aujourd'hui. Non, et qu'est-ce qu'il risque d'y avoir ? Madame Clinton, qui sera peut-être, vraisemblablement, qui a des velléités pour être candidate. Mais c'est vrai que Jeb Bush face à Madame Clinton, ça me paraît un peu poids léger. Yves, vous, votre image de la semaine, c'est Aquilino Morel, l'ancien communicant du président, l'homme de l'ombre qui a été débarqué. Eh bien oui, il a donné un grand coup de pompe, si vous me permettez l'expression, dans la politique française. Pourquoi je dis ça ?
parce qu'on lui reproche. Dont on voit les On lui images reproche d'accueil, notamment d'être un grand amateur de chaussures de belle facture. oui. Et Il paraît qu'il veut. Mais Un il fait cireur de venir- chaussures il venait fait à venir un l'Élysée. cireur de chaussures à Ce l'Élysée. n'est pas un ami de Roland Dumas et des Berluti. Ah non, mais Berluti, Roland Dumas n'en avait qu'une paire, alors Ah. que M. Aquilino Morel en aurait une trentaine de paires. Vous voyez, non, mais c'est pas pour ça qu'il a eu des ennuis Et importants, puis, oui. et qu'il a des ennuis importants, même Il judiciaires profiterait des aujourd'hui. privilèges de la République. C'est surtout qu'il a un conflit d'intérêts qui lui est reproché. Ça demande à être confirmé et la justice est là pour le faire. Pendant qu'il était dans une association, À l'inspection générale, générale des affaires sociales en France, qui est un organisme public qui contrôle la politique de santé de la Dont France, a hérité Madame Voynet. dont a hérité Madame Voynet y est effectivement, eh bien, parallèlement à ça, il faisait du conseil de façon privée, mais pas à titre bénévole, pour des laboratoires pharmaceutiques. Et là, il y a un conflit d'intérêts. Par exemple, aux États-Unis ou dans d'autres pays anglo-saxons, ça serait tout de suite un scandale. Là, ça ne s'est pas su, mais néanmoins, ça pouvait être très grave pour le pouvoir exécutif, ce qui fait que Valls, parce que je pense que c'est à lui que est revenue l'autorité de dire il faut arrêter tout de suite, et tout de suite il a été débranché, il a été renvoyé. Merci Yves Trévard d'avoir participé à l'émission cette semaine. Merci Christian. À la semaine prochaine dans un nouveau numéro de Tout est politique.